Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va continuer le troisième CM de l'année qui porte sur les espaces de faible densité. Et après avoir vu un peu les grands facteurs qui expliquent ces faibles densités, on va déjà se poser la question de la forêt amazonienne, qui, quand on regarde les cartes de densité de la population, est très peu peuplée, mais cela ne s'explique par euh, aucune contrainte environnementale. Hop, je crois que voilà, on voit la forêt amazonienne ici. Donc, oui, l'idée c'était, d'autres déserts, hein, le cas de la forêt amazonienne, on va se questionner: «Est-ce qu'on peut parler d'un désert pour la forêt amazonienne?» Bah, en fait, si on prend, le sens de faible densité, on peut se poser la question. Puisque les très denses forêts, dont, la forêt amazonienne est la plus, on va dire, le parangon, hein, la plus marquante, ces denses forêts connaissent une densité très faible, mais, cette densité très faible ne s'explique absolument pas par des facteurs naturels. On pourrait dire: «Oui, mais il y a plein d'arbres, c'est très dense». Oui, mais c'est tout à fait possible de défricher. En fait, elles sont denses parce que la population est peu nombreuse et c'est pas l'inverse. Il pourrait y avoir des forêts extrêmement denses ailleurs dans le monde, là où il y a la population, mais les défrichements font que ce n'est pas le cas. Donc c'est intéressant de voir que c'est un espace très faiblement peuplé, mais ce n'est pas lié à des facteurs naturels. Alors, déjà, la une 1 remarque à faire sur cet espace, amazonien, c'est qu'il est immense, hein. L'Amazonie, ne serait-ce alors c'est difficile d'avoir les chiffres parce que elle s'étend sur plusieurs pays, mais si on prend que la partie brésilienne, la forêt amazonienne s'étend sur 5 millions de kilomètres carrés et juste pour cette partie brésilienne, 5 millions de kilomètres carrés, c'est un cinquième de plus que l'ensemble de l'Europe des 27, donc l'ensemble de l'Union européenne. Et cet espace immense est marqué par la faiblesse de sa population. Regardez l'échelle des densités démographiques, hein, entre les zones claires et les zones foncées, on va de moins de 0,5 habitants au kilomètre carré à plus de 5. Mais 5 habitants au kilomètre carré, on est déjà dans des densités qui sont très très faibles. Donc tous ces espaces-là sont très faiblement peuplés, sauf quelques centres urbains. Mais voilà, même les zones qui sont indiquées comme fortement peuplées, c'est très, très, très relatif puisqu'on est, peu au-dessus de 5 habitants au kilomètre carré. Hem, L'ensemble de la partie forestière, de la forêt amazonienne, alors pour la partie brésilienne, hein, comme je vous dis, c'est très difficile d'avoir les chiffres ailleurs, elle représente 18 millions d'habitants. Alors c'est différent, des chiffres donnés par, le gouvernement brésilien, parce qu'en fait, le gouvernement brésilien, il va inclure des espaces en bordure pour qu'ils bénéficient de subventions. Parce qu'il y a des subventions pour, les États, qui sont marqués par, la forêt amazonienne. Mais l'article, hein, vous avez la référence ici que j'ai utilisée, lui refait le compte et arrive à 18 millions d'habitants. Donc c'est, assez peu, sachant que dans ces 18 millions d'habitants, 60 de cette population vit dans des secteurs urbains. Ce qui fait que, la densité moyenne, donc les des 18 millions d'habitants, cette densité moyenne, elle tourne autour de 3 habitants au kilomètre carré, mais c'est très inégalement réparti puisque, si on enlève, les secteurs urbains et les secteurs les plus peuplés, on est à la moitié de la surface, de l'Amazonie qui a une densité inférieure à 0,1 habitants au kilomètre carré. Donc c'est, comparable au Sahara. Donc en termes strictement de densité de population, on peut effectivement parler d'un désert. C'est comparable avec les déserts, les plus hostiles, qu'on a dans le reste du monde, hein. On parlait, le Canada, Sibérie à 3-4 habitants, le Sahara à moins de 1 habitant au kilomètre carré. Bah, ici on a, pareil, on est, sur des ordres de 3 habitants au kilomètre carré. Donc voilà, questionner, est-ce un désert? Bah, pas ça ne s'explique pas par des conditions climatiques, mais la densité de peuplement le met sur le même, type de faible, enfin, on peut parler d'un désert du point de vue de la faible densité. Voilà, c'est ça que la conclusion à laquelle je voulais arriver. Et maintenant qu'on a vu ces différents, espaces et leurs différentes contraintes, on va, s'intéresser, une fois qu'on a dit que c'était faiblement peuplé, il faut quand même dire que, ils sont quand même intégrés. C'est pas parce qu'ils sont faiblement peuplés qu'ils sont à l'écart. Il faut pas, faire, ce raccourci. Ça serait une erreur de penser qu'un espace faiblement peuplé est un espace qui est forcément marginalisé, isolé, pas intégré à la mondialisation parce qu'en fait, c'est très faux. Et c'est ça qu'on va voir dans cette partie.
Heu, donc déjà, en regardant que ces espaces faiblement peuplés, pour une partie, sont des espaces de circulation. Historiquement déjà, certains sont des espaces qui ont été traversés. On peut prendre l'exemple, du Sahara, qui a connu un commerce caravanier, dès l'Antiquité, puis, toujours pendant le Moyen Âge, avec des produits alimentaires comme des dattes, du sel, hem, des matières précieuses comme l'or ou l'ivoire, ou aussi, bah, du trafic d'esclaves. Donc, un commerce, qui traverse le Sahara, hein, vous voyez, de manière assez dense même, qui, actuellement, alors c'est plus un commerce caravanier, hein, des caravanes avec des dromadaires, maintenant c'est le Sahara est marqué par des infrastructures de transport. Il y en a pas un réseau extrêmement dense, hein, mais il est possible de traverser le Sahara. Déjà, il y a l'installation de certaines voies ferrées. Hem, Ici, vous avez, une voie de chemin de fer qui est installée en Mauritanie et qui achemine du fer depuis une, mine de fer, celle de Zouérate, et qui rejoint le port de Nouadhibou, sur la côte, et c'est une voie de chemin de fer de 740 kilomètres, et elle est, particulièrement impressionnante parce que le train qui traverse, enfin qui utilise cette voie ferrée, il fait jusqu'à, 2 kilomètres de long, 200 wagons, il passe 3 fois par jour. Il peut avoir des passagers, bah, il y a un wagon passager et puis il y a d'autres passagers qui s'installent sur les wagons chargés de minerai de fer, et le trajet dure 18 heures. Donc en termes de quantité de fer qui sont transportés, chaque jour, il y a l'équivalent, du minerai de fer pour construire la tour Eiffel, qui est transporté. Donc on a, des infrastructures, qui connectent des espaces et qui sont intégrées, au commerce, mondial. Il y a également des axes routiers, qui sont là pour, intensifier les échanges économiques avec, donc un projet, on dit la transsaharienne. En fait, la transsaharienne, donc transsaharienne qui traverse le Sahara, c'est plusieurs routes. Une qui est achevée, qui longe la côte, et d'autres qui sont, on va dire, en cours, en tout cas dont certaines parties sont seulement des pistes, c'est-à-dire, qui sont non carrossables, où il y a pas de bitume, mais où, il y a juste de la terre, battue. Hem, il y en a d'autres à plusieurs endroits, qui traversent le Sahara à plusieurs endroits, et donc cette route transsaharienne, au total, hein, tous ces embranchements, ça c'est quasiment 10 000 kilomètres, et ça permet de relier les villes se trouvant au nord et celles se retrouvant au sud du désert. Donc ça, c'est pour le Sahara. C'est vrai aussi, par exemple, dans les zones peu peuplées d'Asie centrale, avec un autre grand axe de circulation historique, qui est les routes de la soie. Là, vous avez, les différentes routes de la soie entre, 500 avant Jésus-Christ et 500 après, donc Antiquité, et l'Antiquité tardive. Et qui se maintiennent d'ailleurs, jusqu'au Moyen Âge aussi, et actuellement ce projet a été, on va dire, le nom a été récupéré, les nouvelles routes de la soie. C'est un projet qui est lancé, depuis 2013 par le président chinois, Xi Jinping, et dont l'objectif, c'est de construire des lignes de transport sur tout le continent eurasien, hein, vous le voyez ici, pour rejoindre, notamment, de la Chine jusqu'à l'Europe, en passant par ces zones, très peu peuplées, de Sibérie, d'Asie centrale, et dont l'objectif, c'est d'intensifier les échanges commerciaux, mais aussi d'intégrer les espaces faiblement peuplés d'Asie centrale. Alors, dans l'idée d'intégrer les espaces faiblement peuplés d'Asie centrale, il faut voir qu'il y a un enjeu diplomatique. La Chine souhaite étendre son influence diplomatique sur ces pays et obtenir un accès à leurs ressources. Ce qui m'amène à, vous donner un autre élément qui explique l'intégration de ces espaces, c'est que ce sont des espaces, qui possèdent de nombreuses ressources. Ils sont vastes, et il y a des ressources variées. Alors je ne vais pas rentrer dans un détail, très, très long, mais je vais faire un peu une liste de types de ressources qu'on peut retrouver. Heu, on peut y trouver des hydrocarbures. Les réserves d'hydrocarbures les plus importantes, en fait, elles sont dans des régions faiblement peuplées. 60 des réserves mondiales d'hydrocarbures sont, au Moyen-Orient. Or, le Moyen-Orient, c'est un espace qui est marqué par l'aridité, dont une grande partie est considérée comme un désert, en fait. Il y a également des ressources en minerais. Ah oui, ça, c'était les pays producteurs d'hydrocarbures. C'était pour vous montrer qu'effectivement les plus grandes ressources sont, au Moyen-Orient. Les minerais.
Ici, vous avez 2 cartes, j'ai mis 2 exemples, hein, 2 exemples précis, l'uranium ou le fer. Je vous ai mis l'exemple d'une mine d'uranium au Niger et une mine de fer au Brésil. Heu, En rouge, j'ai entouré la zone approximative où se situe chacune des mines. On voit bien que, bah, à l'échelle du Niger ou à l'échelle du Brésil, ces ressources-là sont dans des zones qui sont peu densément peuplées, hein. Plus c'est foncé, plus c'est peuplé. Et puis, il y a une richesse qui peut être une richesse écologique. Les espaces qui sont faiblement peuplés sont des espaces, qui sont moins touchés par l'homme, dont la faune et la flore peuvent être très riches. Et puis, autre ressource, qui est moins concrète, c'est la ressource de l'espace disponible. Avoir des espaces faiblement peuplés, c'est des espaces potentiels d'extension. Par exemple, on en reparlera, hein, la forêt amazonienne, on peut défricher et s'étendre, donc c'est de l'espace disponible. Une autre ressource, ça peut être les paysages, avec, le développement du tourisme, avec, un tourisme, tourné vers des paysages préservés ou des paysages originaux. Ici, vous avez, bah, des dunes, du Sahara, vous avez, hem, l'outback australien, donc c'est l'arrière-pays australien. Vous avez, des grands parcs américains, vous avez la Laponie. J'ai essayé de mettre un petit peu, un espace pour les régions. J'ai pas mis d'Asie centrale. J'aurais pu. Mais, voilà, on voit différentes contraintes. Ça n'empêche pas des touristes de vouloir aller, camper, une nuit dans le Sahara ou, d'aller louer un chalet, au-delà du cercle polaire pour voir des aurores boréales. Ce qui est hostile devient une ressource pour le tourisme. Hem, Ces espaces, ils peuvent aussi posséder des ressources agricoles, cette fois, par exemple en Australie, en Chine, heu, au Brésil, on peut avoir des pâturages ou, même de l'exploitation du bois. L'Amazonie, est, défrichée aussi en partie pour, le bois. Hem, les eaux, froides près des zones polaires sont les plus poissonneuses au monde, hein. Par exemple à l'ouest de la Norvège ou à l'est du Canada. Hem, il y a des ressources aussi, dont l'importance maintenant, paraît encore, peut-être pas centrale, mais qui vont le devenir, c'est les ressources en eau. Les glaciers en Antarctique, au Groenland, les glaciers au sommet des montagnes, tout ça, c'est 70 de l'eau douce de la planète et l'eau est une ressource qui est amenée à, on va dire, se réduire et donc, bah, peut-être que tous ces glaciers, vont prendre une importance en termes de ressources. Et puis un autre point que je voulais un petit peu développer, parce que c'est plus rare de pouvoir en parler, ces espaces, ce sont des espaces privilégiés pour la recherche. En fait, ce sont des espaces où il y a eu peu d'activités humaines perturbatrices, ni historiquement ni actuellement. Et par exemple, bah, le désert de Gobi, hein, dont on a parlé en Mongolie, qui s'étend jusqu'en Chine, c'est un espace où il y a beaucoup de fossiles. En fait, tout simplement. Et puis, des zones où il y a très 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 peu de pollution lumineuse, par exemple le désert d'Atacama au Chili, et ben, ça permet l'installation de télescopes dont le plus grand, télescope au monde qui est le Very Large Telescope, le très grand télescope, qui comme son nom l'indique est très grand. Et voilà, et qui peut observer, le ciel avec un minimum de pollution lumineuse. Puis il y a des études sur la faune, la flore, le climat, l'archéologie. C'est pas pour rien pour que à chaque fois qu'il y a des cas, extrêmes en Antarctique ou, tout au sommet, du cer enfin, au plus au nord, bah, il y ait toujours des scientifiques, qui s'installent dans ces zones-là, c'est qui font des recherches. Et enfin, dernier, aspect que je voulais voir avec vous, sur ces espaces faiblement peuplés mais pourtant intégrés, bah, une des manières d'intégrer ces espaces, c'est un peu, bah, de lutter contre, hein, de dépasser les contraintes. C'est pour ça que j'ai posé la question: «Est-ce qu'on peut parler de victoire sur le désert?» Et souvent ça, c'est permis grâce aux améliorations technologiques. Si on prend l'exemple de l'aridité du désert, on peut partir avec l'idée qui a été vaincu grâce à, bah, des forages profonds, dans les nappes phréatiques. Il y a des ressources en eau, hein, en fait, sous le Sahara, il y a des ressources en eau et si on fait des forages assez profonds, on y a accès et c'est pas que le cas, dans le Sahara, c'est le cas, en Libye, aux États-Unis, en Israël, en Arabie Saoudite et là, je vous ai mis des photographies qui correspondent à l'Arabie Saoudite parce qu'en fait, ces forages profonds ont permis le développement d'une agriculture irriguée au milieu du désert. Et si on regarde l'Arabie Saoudite, hein, 80 de l'eau utilisée par le royaume est utilisée pour l'agriculture.
Or, dans cette eau utilisée, c'est des ressources qui sont non renouvelables. On parle de nappes phréatiques fossiles et elles se vident en fait en quelques décennies et on est, dans une situation en Arabie Saoudite où l'agriculture utilise 4 fois plus d'eau, que le renouvellement annuel de ces nappes. Donc en fait simplement, hein, pour le dire d'autres termes, elle est en train de vider des nappes qui ne peuvent plus se renouveler, et donc progressivement, ça c'est des photos qui montrent, on va dire, l'âge d'or de l'agriculture en Arabie Saoudite, mais il y a une réduction de l'accès à l'eau du pays, qui après avoir pu, atteindre l'autosuffisance alimentaire, à produire, assez pour nourrir sa population, maintenant, vu qu'il y a une réduction, des ressources en eau, il y a, une chute de la production, par exemple de céréales et donc le pays doit à nouveau importer. Donc on voit que la victoire sur le désert, elle est, en tout cas ici, très temporaire. Et l'autre aspect, de cette question, de victoire sur le désert, point d'interrogation, c'est la question des fronts pionniers. Alors qu'est-ce que c'est qu'un front pionnier? C'est l'idée que pour accéder à de nouvelles ressources, et on en a vu qu'il y en avait beaucoup des ressources dans ces espaces faiblement peuplés, bah, pour y accéder à ces ressources, ça, implique l'arrivée de nouvelles populations et de nouvelles activités dans ces espaces faiblement peuplés. Des fronts pionniers, il y en a plusieurs dans le monde. Ici, vous en avez et nous, on va se concentrer sur le front pionnier agricole en Amazonie, qui est le plus grand front pionnier actuellement, dans le monde et voilà, vous avez ici, on voit, les défrichements, à travers l'intensité de la déforestation. Alors ça dépasse 100 parce qu'en fait, comme c'est sur une période, je crois 2000 voilà 2007-2013, en fait, ça peut être défriché une fois, repoussé, puis redéfriché. C'est pour ça que ça atteint 109. Je dis juste ça, c'est pas le chercheur qui s'est planté là-dessus. Donc, je me reconcentre sur ce qu'on dit, avec cette carte. Bah, ce qu'on voit, c'est que, l'arrivée de population, de va déjà se concen va ça va se traduire par des défrichements massifs, hein. On coupe, la végétation pour, exploiter le bois, pour, créer des espaces agricoles et ça va se concentrer vraiment sur le sud de l'Amazonie. Bah, pourquoi? C'est parce que le reste de la population du Brésil est au sud, plus au sud et donc elle arrive, par en dessous et peu à peu grignote en fait, comme et c'est de là que vient le nom, un front pionnier, hein. C'est un front pionnier qui avance progressivement, qui s'avance vers l'intérieur de l'Amazonie. Hem, dans, ces zones qu'on considère comme des fronts pionniers, la densité est plus forte puisqu'on peut atteindre jusqu'à très enfin, on atteint, donc voilà, vous voyez plus de 75, là où il y a plus de 75 de déforestation, hein, donc plus des 3/4, du couvert forestier qui a été détruit, on atteint une densité moyenne de 13 habitants au kilomètre carré. Qui est beaucoup plus que, bah, partout ailleurs où c'est entre 1,5 et 2 de densité moyenne. Alors ça reste très faible, hein, 13 habitants au kilomètre carré. C'est parce qu'en fait la mise en valeur qui est faite après, l'exploitation enfin le défrichement, c'est beaucoup du pâturage. C'est-à-dire, de l'élevage extensif, qui utilise beaucoup de surface mais crée très peu d'emplois. Donc pas besoin de beaucoup de personnes sur place et en plus comme la production agricole est exportée, elle sert pas à nourrir localement. Donc l'évolution est lente, mais bon, c'est quand même 13 fois plus de densité moyenne, et on voit que, ce front pionnier en fait fait, reculer, on va dire le «désert» entre guillemets de la forêt amazonienne. Donc c'est un peu l'inverse, hein, le Sahara, la désertification fait qu'il s'étend. La forêt amazonienne, c'est l'inverse, ces zones, peu peuplées sont en train de se réduire. Alors, ce front pionnier, hein, ça peut c'est une intégration qui peut et puis, les ressources, tout ça, ça peut être vu comme positivement parce qu'on peut voir ça comme ça permet le développement économique et humain, d'espaces qui étaient considérés plutôt comme enclavés, qui étaient en difficulté. Mais bon, cette intégration, elle peut aussi être perçue négativement, parce qu'elle peut avoir des conséquences néfastes, sur les écosystèmes ou sur les sociétés locales. Et donc, dans la prochaine vidéo, on va faire, la dernière partie de ce CM.